Quand j'ai commencé mes études, à Molène, donc en anthropologie maritime, j'étais assez contente d'arriver d'une part dans une île et d'autre part, sur un milieu de pêcheurs parce qu'à l'époque, j'étais très hermétique à tout ce qui était, l'agriculture, la campagne, voilà. J'avais grandi en ville, on n'avait à cette époque aucune attache particulière, en dehors de Paris, et du coup, les vacances se passaient plutôt, dans le sud de la France ou, à voyager avec mes parents. Ce qui fait que le fait d'arriver, sur un milieu, de pêcheurs, et dans une île, pour moi, c'était, une double découverte, totale. L'île, je trouvais ça pratique parce que c'était un milieu bien circonscrit et la pêche, comme j'aimais beaucoup la mer, forcément ça m'intéressait. Alors le début du terrain à Molène n'a pas été forcément, facile. D'abord, justement du fait que c'était une petite île où à l'époque il y avait à peu près 300 habitants, donc très peu, et les Iliens, sont pas forcément toujours très ouverts sur l'extérieur. Donc rien que pour me loger, par exemple, pour mon terrain, quand j'avais écrit à la mairie pour, voir où est-ce que je pourrais loger et tout, ils m'ont envoyé à l'hôtel. Donc forcément faire un terrain à l'hôtel, même dans une petite île, c'était pas faisable. D'abord parce que c'est trop cher, puis en plus l'hôtel, j'y suis allé une nuit avec Aliette pour découvrir le terrain avant de m'inscrire. C'était en hiver et il y avait pas de chauffage ni d'eau chaude et les toilettes étaient, dans la cour quoi, voilà. Et ils avaient oublié de les ouvrir en plus puisqu'on était les seuls clients, donc du coup, c'était quand même assez particulier. Et donc j'ai écrit, au recteur, puisque dans les îles, on n'a pas des prêtres, mais des recteurs. Et j'ai écrit au recteur pour lui expliquer mon projet et savoir s'il pouvait me loger. Et donc, comme je savais qu'il logeait des fois des enseignants, donc il m'a logé et donc j'ai fait mon terrain en étant, au presbytère de Molène avec le recteur, qui pour la petite histoire d'ailleurs avait un de ses frères qui était aussi, missionnaire en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même comme quoi, hein, c'est curieux. La vie a des rencontres un peu curieuses. Et donc j'étais donc logée chez lui où il n'y avait pas non plus ni eau chaude ni chauffage puisque c'était quand même, la vie de l'époque. Et j'ai fait mon terrain essentiellement l'hiver et il avait un espèce de but à gaz, à roulettes là pour faire chauffage et donc il me passait son but à gaz et le soir pour chauffer sa chambre, avant de dormir, il m'invitait à regarder la télé qui est dans sa chambre pour pouvoir, chauffer, puisque je me déplaçais aussi avec le chauffage pour chauffer sa chambre avant de dormir. C'était tout à fait particulier, mais j'ai un bon souvenir du recteur Mingan parce que franchement, sans lui, je pense que j'aurais pas fait mon travail, quoi. En plus, il m'a été de très bons conseils pour, au départ, les gens voulaient pas forcément me recevoir, c'était compliqué. Et puis, il m'a envoyé chez les bonnes personnes et qui m'ont donné les portes d'entrée auprès des autres. Et donc étant femme et travaillant sur la pêche, c'était aussi particulier puisque, j'étais pas la seule, puisqu'Aliette a fait pareil, mais il y avait certaines réticences à m'embarquer sur le bateau pour aller à la pêche. Et donc, j'ai fini par convaincre quand même quelques pêcheurs de m'emmener, et même si j'ai vomi, tripes et boyaux pendant toute la durée de pêche, j'ai quand même pu faire mon travail parce que j'ai la particularité d'avoir le mal de mer. Je l'ai toujours d'ailleurs, je fais de la plongée, j'ai toujours le mal de mer quand je vais en plongée et cetera. Enfin bon, c'est, mais on s'y habitue très bien. Donc j'ai fait mon terrain comme ça et en Calédonie, quand je suis arrivé donc pour travailler sur les pêcheurs Kanak de l'île des Pins, c'est pareil, il a fallu convaincre les pêcheurs de m'embarquer aussi en mer. C'était aussi difficile dans le sens où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir accès ni aux pirogues de pêche, ni au matériel de pêche, donc il a fallu vraiment, convaincre, mais j'ai réussi, à me faire embarquer une première fois, puis une deuxième fois et comme la pêche a été bonne à chaque fois, on en a déduit que les ancêtres n'étaient pas contre ma présence, sur les bateaux de pêche et j'ai pu faire mon travail comme ça.
Mais par certains côtés, je dirais que la comparaison entre Molène et puis, l'île des Pins, c'était plus facile de faire du terrain finalement à l'île des Pins que d'en faire à Molène. J'ai été tout de suite bien plus facilement intégré sur le terrain à l'île des Pins que je ne l'ai été à Molène, où ça a été plus difficile, par certains côtés, de faire son trou quoi, et ça a été donc très formateur aussi parce que, on dit que travailler, pour moi le Molène, c'était pas le proche finalement. C'était, tout aussi exotique que pourrait l'être, un terrain éloigné, même si c'était un terrain, français, ils ne parlaient pas breton à Molène, donc c'était, vraiment un terrain, français, francophone. Mais le milieu insulaire fait que c'était pas forcément toujours, aussi facile, Puis le fait d'être dans une île, c'est toujours, un espèce d'enfermement, quoi. On est un peu prisonnier et prisonnière de l'île, notamment, quand il y a les tempêtes l'hiver, qu'il y a plus de bateaux pour, sortir de l'île, on est bien obligé d'y rester et on peut pas partir d'une île comme, on part, quand on est sur un continent, on veut sortir, on prend la voiture, on va ailleurs, quoi. Donc ça configure, le terrain de façon différente, je pense. Et donc, j'ai fait ma thèse, donc j'ai commencé sur la pêche et ensuite, c'était donc dans mon mémoire de maîtrise, j'ai commencé à décrire, 2 techniques de pêche et puis ensuite, je me suis dit que c'était, une île qui a toujours vécu de la mer finalement et qui n'a pas de cadastre, mais finalement j'étais arrivé à Molène sur le fait que ça n'avait pas de cadastre, mais je me suis rendu compte que c'était une étude qui était pas faisable parce que les gens ne cultivaient plus du tout la terre et avaient perdu même, la mémoire précise des lieux où était leur terrain. Donc la pêche, c'était le sujet, qui devenait complètement évident. Mais c'était une île, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mouvements, d'arrivée et de départ. C'est-à-dire et que la population, autochtone de Molène, si je puis dire, je ne sais pas comment dire, avait beaucoup bougé au fil des siècles et qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs. Et du coup, ça m'a fait, m'interroger sur, comment toutes ces familles étaient arrivées là et comment elles s'étaient installées. Et j'ai fait donc une étude un peu, ethno-historique sur, la population de l'île. J'ai fait tous les relevés généalogiques, ça a été ma première étude de parenté. Et j'ai croisé cela avec, les recensements de population. Et il s'est trouvé aussi que travaillant sur Molène, je ne sais plus qui m'a indiqué qu'il y avait le docteur Sutter à l'époque, qui avait, relevé l'état civil de Molène, naissance, mariage, décès, pour faire une étude sur, la consanguinité. Et donc ces fichiers-là étaient conservés au musée des arts et traditions populaires, qui était à l'époque au jardin d'acclimatation au bois de Boulogne. Et donc j'ai récupéré par Martine Ségalen, il me semble, je ne sais plus par qui, ces fichiers-là, qui m'ont permis, en les croisant avec mes généalogies, de refaire un peu une couverture, vraiment très précise de la population, molénaise depuis, 1700 et quelques. Du coup, j'ai fait toute une étude démographique parce que ça me semblait dans mes études de sociaux, j'avais fait de la démographie, ça me semblait intéressant de voir ce qu'il en était vraiment des mariages, naissances, décès dans une petite île où il y avait une mortalité infantile absolument, catastrophique, une mortalité des femmes en couches aussi. Donc j'ai fait toute cette étude démographique que je n'ai pas après repris, je l'ai mise dans ma thèse, mais je ne l'ai pas reprise dans l'ouvrage que j'ai tiré de ma thèse parce que c'était quand même très comment dire? Important de le faire, mais pas forcément très rigolo à lire pour, le lecteur lambda qui, lirait la thèse, ou l'ouvrage en tout cas qui en est sorti. Donc cet ouvrage, c'était Molène, une île tournée pour la mer, une île tournée sur la mer que j'ai publié longuement après ma thèse, puisqu'en étant parti en Nouvelle-Calédonie entre-temps, du coup, j'ai laissé un peu tout ça de côté et la thèse que j'ai soutenue en février 85,
est resté un peu en attente de publication pendant très très longtemps. Et je l'ai publié, je crois, c'est 2008 ou 2007, je ne me rappelle plus la date, à vrai dire. 2007. 2007, voilà. Et donc du coup, cette étude aussi, je m'interrogeais aussi sur la façon dont je me suis rendu compte qu'il y avait une pratique qui était courante dans l'île, c'était qu'il y avait des commerçants qui étaient aussi souvent les armateurs des bateaux de pêche. En fait, il y avait très peu de propriétaires de bateaux et les armateurs étaient aussi souvent sur le continent. Et donc, ça m'a fait dépouiller tous les registres d'armement et de désarmement des bateaux de pêche de Molène aux archives de la marine à Brest pour voir la constitution des équipages que j'ai recoupé avec les généalogies. Et ça m'a permis d'avoir une compréhension de la pêche dans l'île importante, de voir que ces familles avaient la main mise sur l'île pendant longtemps, que c'était aussi souvent celles qui étaient à la mairie. Et donc il y avait cette pratique du livret dont m'avaient parlé les pêcheurs, où ils achetaient sans payer en fait ce dont ils avaient besoin au commerce du coin et qui était après déduit de ce que les pêcheurs touchaient de leur salaire de pêcheur. Et donc ça a donné cet ouvrage que j'ai concentré en fait sur ces questions-là. Et c'est quoi être un pêcheur, un bon pêcheur, la connaissance du milieu, ça a été mon entrée dans toutes ces questions de connaissance du milieu que j'ai après beaucoup développé sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc en Calédonie, je suis partie donc sur l'étude des clans pêcheurs, puisqu'en Calédonie, du coup, on est sur une société complètement autre, où il y a des clans et qu'on appartient à un clan de naissance ou d'adoption, on y reviendra plus tard, et chaque clan ayant un rôle, pour être pêcheur, il faut être dans un clan pêcheur. Et donc je suis partie pour étudier les clans pêcheurs de l'île des Pins, et moi j'ai choisi l'île des Pins parce qu'en discutant avec André-Georges Audricourt ou Jean-Claude et Françoise Rivière, il s'est avéré que le seul endroit en Calédonie où restait encore des pirogues, c'était à l'île des Pins. Et donc je suis partie à l'île des Pins pour commencer cette enquête. Et donc j'ai passé près de 6 mois en immersion totale à l'île des Pins pour commencer ce travail en anthropologie maritime sur les clans pêcheurs. Donc les connaissances du milieu, les pêches, les rituels liés à la pêche. Et ce terrain a été suivi ensuite par un deuxième terrain d'1 an, à la fois à l'île des Pins et sur le sud de la Grande Terre, qui sont 2 endroits où la pêche se pratique aussi de façon vraiment intensive, pour avoir une comparaison sur un autre lieu que celui de l'île des Pins. Et je devais repartir beaucoup plus tôt, mais en novembre 84, le 18 novembre, il y a eu les événements de Nouvelle-Calédonie. Donc Éloi Marchereau qui brise l'urne à Canala pour boycotter le scrutin qui avait été fait par Georges Lemoine à l'époque d'un énième statut pour la Nouvelle-Calédonie que les Kanaks refusaient. Et du coup, on n'avait plus le droit de repartir en Calédonie avant mai 85, puisque c'était un terrain où il y avait des émeutes, et donc on n'avait pas le droit de partir. Et donc entre-temps, j'avais rencontré en France un Kanak qui était en formation ici, Clément Vandégou, qui était donc du sud de la Grande Terre, de Goro. Et quand je lui ai expliqué ce que j'avais fait à l'île des Pins, il m'a dit « Ah, mais il faut que tu viennes chez moi, parce que chez moi, c'est aussi important, la pêche, etc. » Et donc, j'ai passé 1 an chez lui, de mai 85 à mai 86, avec des interruptions où je suis allée sur d'autres endroits de Calédonie pour avoir des points de vue comparatifs. Donc je suis retournée à l'île des Pins, je suis allée dans l'île de Marais, je suis allée sur la côte est de la Grande Terre pour avoir un peu des comparaisons sur l'importance de la pêche dans différents lieux de Nouvelle-Calédonie. Et il faut dire qu'à l'île des Pins, mon insertion a été très particulière. J'ai été très très bien accueillie chez les pêcheurs, mais pas du tout à la chefferie de l'île des Pins, qui était tenue par Hilarion Vandégou, qui a été d'ailleurs sénateur ici en France, qui était un Kanak qui avait une vision particulière, qui était très, très anti-indépendantiste, très autoritaire,
et il y avait eu de nombreuses querelles à la chefferie de l'Île des Pins avant son arrivée et il avait peur que l'arrivée d'un ethnologue ravive, certaines tensions, certaines histoires, et surtout, mette au clair, hein, ce qui s'était passé à l'époque, à la querelle de la chefferie, qui n'était pas du tout mon sujet de travail puisque moi c'était, vraiment les clans pêcheurs. Et donc j'ai passé quand même mes 6 premiers mois, alors l'île des Pins, c'est quand même assez extraordinaire. On arrive à l'île des Pins, l'aérodrome est sur un plateau, donc quand on arrive, on voit toute la mer bleue magnifique autour et j'ai passé 6 mois à aller quasiment en mer tous les jours en pirogue, c'était quand même assez exceptionnel comme terrain.